Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour débriefer l'étape numéro 5 de l'UAE Tour. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui entre Al Marjan Island et Al Quwain. C'était l'étape numéro 5, une étape qui était toute plate, qui était pas très venteuse en début de journée, c'était un peu plus nerveux sur la fin. Il y a eu des tentatives de coup de bordure, mais ça n'a pas abouti à grand chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas également à regarder les présentations. Il y en a 3 qui ont été mises en ligne dans l'après-midi. Ardèche et Drôme Classique, Kuurne et également Umloot et Nieuwsblad. Voilà, donc 3 présentations à voir sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à rajouter toutes les notifications, je le dis souvent, n'hésitez pas à faire un super thanks si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir EPS 2.0 sur Spotify, TikTok, ça va peut-être reprendre un petit peu ce week-end avec les courses. Et voilà, on commence tout de suite avec cette 5e étape de l'UAE Tour. Je précise également que certainement demain il n'y aura pas de débrief de l'UAE Tour, déjà parce qu'il y a des courses qui sont plus importantes et que j'ai un calendrier qui est très chargé demain entre les 6 nations et l'UAE Tour. Ça va être vous avez le Het Nieuwsblad et vous avez l'Ardèche classique. Ça va être assez costaud. Le week-end va être chargé pour moi, entre les essais également de la Formule 1. Donc on fera les 2 dernières étapes, je pense, de l'UAE Tour. On fera un bilan global de l'UAE Tour, mais il n'y aura pas de vidéo de débrief de l'étape 6 ni de l'étape 7, je pense. Sur cette étape 5, c'était une étape, une étape du UAE Tour, c'est-à-dire des grosses routes, un petit peu de vent dans le final pour énerver tout le peloton, mais c'est vrai que pendant la majorité de la journée, c'était extrêmement calme sur cette UAE Tour. Vraiment, c'était, il se passait pas grand-chose lors de l'étape. Cette année, alors, l'UAE Tour, c'est jamais full spectaculaire. Mais alors, c'est vrai que cette année, on s'emmerde un petit peu quand même, hein, on va pas se mentir sur cette UAE Tour, c'est quand même pas la fête du slip. Non, bah oui, des tentatives de coup de bordure, Luc Plapp à un moment a failli se faire avoir, Remco Evenepoel aussi, mais il y avait du vent défavorable un petit peu sur la fin, et dans ce genre de cas, il n'y a pas grand chose à faire pour tenter de casser le peloton. Pourtant, Bahreïn a tenté avec EF, mais ça n'a pas suffi. Il n'y avait pas suffisamment de vent. Par contre, c'est un petit coup de rappel que demain déjà il y aura un peu plus de vent et que ça peut se passer également sur le plat, le classement général de cette UAE Tour. Donc c'est un petit rappel à l'ordre pour des coureurs qui auraient été un petit peu en dessous aujourd'hui, de se rappeler que faut rester concentré pendant les étapes restantes parce que certes dimanche il y a une belle montée, mais avant dimanche on peut aussi réduire des écarts ou créer des écarts qui seraient inéluctables pour la fin de semaine. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Dylan Groenewegen. On sait que les Émirats, ça lui réussit toujours à Dylan. On sait qu'il a plutôt fait un bon début de saison en Arabie Saoudite. Alors un début de saison intéressant, je vais pas dire un super non plus début de saison. Il gagne une étape en Arabie Saoudite. Là, c'était un profil d'étape qui lui convient très bien, c'est-à-dire que ça court pas énormément, on va dire, pendant une grande partie de la journée. Il y a quand même un petit peu de vent sur la fin pour réveiller tout ce peloton. Et puis après, il met en route. Et quand il met en route, c'est compliqué parce que dès qu'il trouve l'ouverture, Groenewegen, on sait que sur ce type d'arrivée-là, il est très dur à battre. Et il a été très compliqué à battre aujourd'hui, vu que personne ne l'a battu. Et que c'est peut-être l'arrivée avec le plus de marche sur le deuxième depuis le début de cette UAE Tour. Mais c'est vrai que pour Groenewegen, je dirais qu'il y avait une belle marge, on va dire, sur ses adversaires. Ça a été assez tranquille pour lui, pour Dylan Groenewegen. Même si au niveau de son sprint, il est un peu... je fais un droite-gauche à un moment dans le peloton, et puis sur la fin aussi, il laisse pas beaucoup de place à Gaviria.
on va dire ça comme ça. Mais ouais, il y a un droite-gauche dans le peloton qui peut être très très dangereux de la part de Groenewegen. Bon, après, on sait comment ça se passe du côté de l'UCI, hein, les déclassements, c'est pas leur spécialité. Mais ouais, c'était limite, on va dire, dans le peloton. Après, une fois qu'il trouve l'ouverture, lui, il est quand même difficile à battre. Il est bien emmené en plus, plutôt bien emmené. Et c'est vrai que par rapport au jour précédent, il n'avait pas trouvé l'ouverture. Là, il a trouvé l'ouverture pour aller chercher la gagne, et vu qu'il avait déjà pas fait un mauvais contre-la-montre par équipe non plus, Groenewegen, que Jayco, Alula avait pas fait un mauvais contre-la-montre par équipe, et il s'en est plutôt bien sorti. Puis c'est une victoire importante parce qu'on parlait de UAE avec Molano hier, c'est la course à domicile. Pour Groenewegen, c'est presque la course chez l'ennemi, c'est-à-dire que c'est l'ennemi qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans cette région du globe, qui commence à un peu marcher sur les plates-bandes de l'Arabie Saoudite. Et ça fait du bien, on va dire, de gagner chez l'ennemi. Parce que je rappelle qu'il y a des questions de sponsoring et que certains sponsors sont des pays, en fait, hein, tout simplement derrière. Et de la part de Groenewegen, gagner sur l'UAE Tour, c'est important pour conserver l'influence dans cette région du globe, ou créer de l'influence, même plutôt, du côté de l'Arabie Saoudite et du cyclisme, dans cette région du globe. On continue avec Gaviria. Il poursuit un petit peu ce qu'il a montré sur le Tour de San Juan. Voilà. Gaviria, les sprints où il y a des longues lignes droites, il adore ça. Gaviria, quand on a des belles lignes droites comme ça, de 700, 800 mètres, où il peut se cacher, il peut sortir au dernier moment, il apprécie. Et ça s'est plutôt bien passé, mais Gaviria, il fait un gros début de saison. On l'avait vu à San Juan, et il m'avait vraiment impressionné. Sur le Tour de San Juan, là, il est encore très performant cette semaine. Gaviria, et là aussi il trouve l'ouverture sur ce sprint. Encore une fois, lui Gaviria, quand il y a des lignes droites, des grandes lignes droites comme ça, avec des belles largeurs de route, c'est un coureur qui sait se placer au bon endroit et il s'en sort toujours très bien. C'est quand même déjà son 5e top 5 de la saison, hein. Il en a fait 4 sur San Juan, 1 sur l'UAE Tour. Il a fait également 7e de la Classica des Almeria, qui est quand même un grand rendez-vous pour les sprinters en février. Donc voilà, il est en forme. En même temps, c'est assez normal, vu qu'il veut faire le Giro. Forcément, il faut commencer déjà à se montrer. Alors certes, le Giro, c'est dans 3 mois, mais c'est plutôt bien d'avoir des résultats et d'arriver avec de la confiance. Gaviria, il faudra s'en méfier quand même, hein. Parce que Movistar n'a pas forcément de gros objectifs, je pense, pour le général sur le Giro. Donc Gaviria, qui est vraiment performant depuis le début de saison, c'est un cours sur lequel il va falloir compter. Pour l'instant, c'est pas indiqué s'il va faire des classiques flandriennes pour le moment, ou des semi-classiques. Mais Gaviria, il était pas mauvais sur les pavés. Alors il avait un défaut sur les pavés, c'est qu'il emmène gros. C'est une erreur, hein, à ne pas commettre sur les pavés, c'est d'emmener un trop gros braquet. Il avait tendance à pas rouler en souplesse, Gaviria. Après, on voit quand même que le travail qu'il a effectué sur la piste lui a fait le plus grand bien. C'est-à-dire il a pas mal travaillé sur la piste cet hiver en Amérique du Sud, au Vélodrome, et on voit que ça lui a fait beaucoup de bien. C'est même un objectif, hein, il l'a dit très clairement, je veux aller aux Jeux Olympiques, Gaviria, pour tenter d'aller chercher quelque chose. Donc on voit qu'il a retrouvé un peu de vélocité, et sur les sprints comme ça, où c'est un peu la bagarre, on voit que ça fait la différence par rapport à certains adversaires de la part de Fernando Gaviria. Et puis je termine du côté des coureurs au top avec un mec qu'on a déjà vu en début de saison, Emil Lipins, le laiton, qu'on avait vu sur le Tour de Under. Il avait fait déjà des top 10 sur le Tour de Under. Là, il refait encore un top 10. J'étais même assez surpris parce que j'ai regardé la course sur Eurosport. Et c'était Nicolas Fritz. Je ne sais plus qui était le commentateur aujourd'hui avec Nicolas Fritz. Mais quand ils ont dit c'est la grosse surprise, non, parce qu'il l'a déjà fait au Down Under. Je veux bien que ça soit la grosse surprise quand on en a parlé au moment du Tour de Under.
Mais comment te dire que là maintenant, c'est plus vraiment une surprise pour Coco. C'est-à-dire que vraiment, enfin voilà, c'est pas la première fois qu'il fait ce type de résultat-là sur une course. Là, il y a du beau monde, mais sur le Down Under, il y avait également des beaux sprinters, dont certains qui ne sont pas présents, même ici sur l'UAE Tour. Et Lipins avait déjà montré de très très bonnes choses. Alors, on pouvait se dire, c'est parce qu'on était en janvier. Bah, il confirme, oui, il confirme en fait ce qu'on a vu en janvier, en février. Après, il faudra voir un peu plus tard dans la saison. Je ne sais pas quel est son calendrier de prévu, Emile Lipins. Pour l'instant, c'est pas indiqué. Mais oui, il s'en sort bien pour le moment. Voilà, sur le Down Under, il fait 7 et 6. 10e de la Schwalbe classique également. 4e là sur l'UAE Tour. Bon début de saison pour le laiton qui a 30 ans. Et qui est depuis 2020 chez Trek Segafredo, parce que dans sa carrière, il est passé dans pas mal d'équipes continentales dans sa carrière, puis champion de Lettonie, donc c'est quand même quelqu'un qui a été performant également un petit peu l'année dernière. Donc voilà, des bons résultats pour lui pour le moment, et un bon début de saison, donc c'est plutôt bien pour Emile Lipins. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Caleb Ewan. Alors là, c'est assez incompréhensible pour moi. Parce que je me suis dit, ah, tiens, pour une fois, il a un train. Je me dis ça à 7-8 km de l'arrêt. Je me dis, ah, il y a du monde. Pour une fois, Caleb Ewan, il n'est pas seul. Parce que c'est souvent ce que j'ai reproché, notamment l'année dernière à la Luto, Destiny. C'est que souvent, Caleb Ewan, dans les 10 derniers kilomètres, il n'y avait plus grand monde. Il roule énormément pendant la journée. Ils ont fait énormément de kilomètres, notamment de Rent ou Kampenhardt, pour récupérer des coureurs dans les échappées. Par contre, dans les 5 derniers kilomètres, souvent il était tout seul. Et là, dans les 5 derniers kilomètres, il y a du monde. Donc je me dis, ah, pour Caleb Ewan, ça va être pas mal. Parce que c'est vrai que les 2 premiers sprints n'avaient pas été fous pour Caleb Ewan. Sauf que à 1,5 km de l'arrivée, il n'y a plus personne. Et on se retrouve toujours dans le même problème chez Lotto, c'est-à-dire qu'il leur manque des coureurs gérés un peu à la Callum Scottson, des coureurs qui sont capables de rouler entre 1,5 km et 500 mètres. Des profils comme ce que fait Chesbol avec Mark Cavendish, ce que font d'autres coureurs, ce qu'a fait Pasqualone l'année dernière pour Alexander Kristoff, ce que fait Callum Scottson, ce que fera peut-être Paul Penwet cette année pour Arnaud Démare. Il manque des éléments vraiment entre 1,5 km et 500 mètres de l'arrivée. Et ça, c'est un vrai problème, parce que pour Caleb Ewan, aujourd'hui, il y a du monde, mais il ne peut pas s'en servir. Il ne peut pas s'en servir dans le final. Et là, pourtant, ils sont bien positionnés parce qu'ils sont sur le bord de la route. Ils sont côté trottoir. Donc, c'est quand même le meilleur moyen pour ne pas se faire enfermer. Enfin voilà, ils sont en plus du côté où le sprint se gagne. C'est-à-dire, ils sont côté gauche de la route. Le sprint se gagne côté gauche de la route. Et pourtant, il fait 14e du sprint, Caleb Ewan. Donc, c'est assez déprimant, je pense, pour lui ce soir. Ça ne doit pas lui faire du bien parce qu'il se dit j'avais du monde, mais on n'a pas réussi à se goupiller correctement. C'est peut-être l'impression que ce qui se passait l'année dernière se reproduit cette année. Et ça ne va pas le mettre forcément en confiance. Et puis, Caleb Ewan, il n'a pas gagné depuis un certain temps quand même en World Tour. Gagner sur l'UAE Tour, ça lui aurait fait du bien parce que ça fait depuis quelques temps en World Tour où il n'a pas des grands résultats. L'année dernière, ça a été un peu calme au niveau de ce type de course-là. Donc voilà, dommage pour Caleb Ewan, ça s'est pas goupillé comme il le souhaitait. Arnaud Démare, 10e, là aussi le train a été en difficulté. Un peu comme la veille, ils ont décidé de sortir très tardivement. Ils étaient en tête à 1,5 km, et là je me dis 1,5 km, il n'y en a plus que 2 devant Arnaud Démare, c'est trop tôt devant. Et oui, c'est bien ce qui se passe, parce qu'ensuite Arnaud Démare, il est obligé de se cacher dans les roues de certains adversaires. Il se fait un peu enfermer en plus à un moment, et il se retrouve à sprinter en plein milieu de la route. Et à sprinter à un endroit où il n'y a pas d'adversité en fait pour lui. C'est-à-dire que Groenewegen est quand même 5 mètres d'un côté, c'est Merlier qui est 5 mètres de l'autre. Et lui, il est en plein milieu de la route et il fait pas un super sprint. Il se fait même remonter par Cavendish. Pourtant, Cavendish, à 1 km de l'arrivée, il doit être 25e dans le peloton.
Il est vraiment complètement enfermé. Et donc pour Arnaud Démare, bah, c'est pas foufou. Et là aussi, Arnaud Démare, pour le moment, il n'a pas son train. Et ça pose un petit souci pour le coureur français. Et le fait qu'en plus, il y a eu pas mal de changements dans l'effectif de la Groupama, c'est vrai qu'il va falloir qu'il se règle, hein. C'est un peu l'inquiétude qu'on avait en début de saison, de se dire il va y avoir un temps de réglage qui va être important parce qu'il y a pas mal de jeunes coureurs dans cette équipe Groupama. Il va falloir que ces coureurs-là s'habituent au rythme du World Tour et il va falloir que des coureurs comme Arnaud Démare ou autres changent pas mal leurs habitudes et ça peut avoir des conséquences. C'est-à-dire qu'avoir une équipe aussi jeune, ça peut être compliqué de marquer des gros points en début de saison, le temps que tous les coureurs s'habituent. C'est peut-être ce qu'on est un petit peu en train de voir avec Arnaud Démare. Mais voilà, c'est dommage, pas un grand sprint pour Arnaud Démare. Et puis Geoffrey Bouchard, c'est dommage aujourd'hui pour le coureur français. Il perd du temps, c'est l'un des rares à s'être vraiment fait avoir par les coups de bordure. Et il finit à 1 minute 50 avec Paul Lapera. C'est dommage parce qu'en plus AG2R fait pas un grand début de saison. Une seule victoire du côté d'AG du côté d'AG2R avec pareil peintre. Et c'est dommage du côté de Geoffrey Bouchard de se retrouver loin. Il a fait un bon tour de Maine, on finit 3e du général, je crois. Voilà, donc il avait plutôt bien démarré la saison et là c'est vrai que le chrono par équipe était pas foufou, il perd déjà du temps sur la première étape, là il se retrouve encore à 1,50, donc il est très très loin en général. Après ça va peut-être lui permettre de partir en échappée dimanche et de pas être très dangereux pour les adversaires dimanche, mais c'est là où on voit que c'est un coureur parce que je rappelle il a 30 ans, Geoffrey Bouchard, mais il n'a pas une grande expérience. Il est arrivé dans le cyclisme professionnel en 2018 et c'est là où on voit qu'il manquait un peu d'expérience. Et puis AG2R, c'est pas une équipe qui est performante dans ce domaine-là. Les coups de bordure, c'est une équipe qui se fait souvent avoir dans ce genre de situation. Donc c'est dommage. Et en parlant des présentations de début de saison, j'avais dit que vous voyez dans la start list de la classique de l'Ardèche, mais Ben O'Connor ne fera pas la course. Il est souffreteux, fiévreux. Ben O'Connor, voilà, pas de classique de l'Ardèche et Drôme classique pour lui. C'est dommage parce qu'avant le Paris-Nice ou avant Tirreno, c'est des courses qui sont intéressantes en termes de placement dans le calendrier. Donc demain, étape autour d'Abu Dhabi, notamment on passera sur le circuit de Yas Marina, faire attention au vent parce qu'on sera tout le temps proche de la mer à Abu Dhabi, et puis dimanche donc la montée finale vers Jebel Hafet où il pourrait se passer des choses. Donc ça c'est la suite du programme et donc on fera un débrief lundi ou mardi de cette UAE Tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.